Ce mec, assis à la table, c'est Simon He, une légende de Yu-Gi-Oh! Au sommet des tournois depuis 2005, il a aujourd'hui une trentaine de tops à son actif. En 2013, il est bien parti pour remporter le championnat d'Europe. Il vient de battre son adversaire et se prépare à avancer en finale, mais quelque chose ne va pas. Simon a perdu la première manche, mais a gagné la deuxième. Tout se jouait sur la troisième, et miracle, la main que son adversaire pioche est morte. Une combinaison de cartes injouable, il est obligé de passer son tour sans défense. Statistiquement, une main comme ça, c'est pas impossible, mais c'est rare. Soudain, l'adversaire se rend compte que sur chacune des cartes de sa main, il y a une petite griffe au dos du coin droit. Le match est terminé, mais il appelle un juge et accuse Simon d'avoir marqué ses cartes. Tout au long des premières manches, il aurait apparemment fait semblant d'examiner le cimetière de l'adversaire et fait des petits plis sur les mauvaises cartes. Comme ça, au début de la troisième manche, il peut les reconnaître et les placer sur le dessus. C'est de la triche. Simon tente de se défendre, mais les preuves sont là. Et surtout, plusieurs autres personnes avaient déjà précédemment rapporté ses comportements suspects. Le match est annulé. Sous les yeux des duellistes ébahis, Simon est escorté jusqu'à la table des juges où il est exclu de son équipe et banni du jeu pour 3 ans. Yu-Gi-Oh! A une histoire compliquée avec la triche. Même dans l'animé, certains duellistes tentent de gagner en contournant les règles. Bandiken cache des cartes dans sa manche, tandis que Insectoraga jette carrément Exodia dans l'eau sous les yeux de Yugi. Les vrais tricheurs ne sont pas aussi spectaculaires, mais ils existent bel et bien. Quand on les attrape, ça fait du bruit, mais surtout, ça fait mal à l'image du jeu. Après tout, si ton adversaire peut ignorer les règles, alors Yu-Gi-Oh! N'a pas d'intérêt. Pourtant, beaucoup le font. Pas tout le monde, heureusement, mais plus que tu ne le crois. Je suis Théromique, et aujourd'hui, on parle de la triche, de ses conséquences et de l'histoire tragique du plus gros tricheur de Yu-Gi-Oh! Attention, ceci n'est pas un guide, les techniques qu'on va voir sont connues. Si tu tentes de les faire en tournoi, tu vas te faire prendre, et comme presque toutes les personnes qu'on va parler ici, tu seras banni. C'est quoi la triche dans Yu-Gi-Oh! Les jeux de cartes ont toujours été synonymes de triche. T'as déjà vu un magicien faire apparaître les 4 as sur le dessus d'un deck, ou alors isoler n'importe quelle carte après une fausse mélange. Régulièrement, au poker, des joueurs se font prendre en train de tricher, que ce soit en comptant leurs cartes comme dans les films, ou alors avec juste des jeux de passe-passe. Ces techniques peuvent et ont été appliquées dans Yu-Gi-Oh! Par exemple, ce mec qui arrive à sortir les 5 parties d'Exodia, même dans un deck mélangé. De la magie? Non, du stack. Une technique qui consiste à mettre certaines cartes au-dessus du deck pour s'assurer de les piocher. Une fois les avoir placées comme ils veulent, les tricheurs n'ont plus qu'à faire semblant de mélanger mais sans toucher au-dessus de leur deck, et le tour est joué. Souvent, celle que tu voulais voir, c'était le virus broyeur de cartes. Sacrifie un monstre ténèbres avec 1000 d'attaque ou moins, regarde tous les monstres sur le terrain d'adversaire, dans sa main et dans toutes les cartes qu'il pioche pendant les 3 prochains tours, et détruit tous les monstres avec 1500 d'attaque ou plus là-dedans. Imprimée en 2007 à seulement 40 exemplaires et distribuée uniquement aux vainqueurs des gros tournois, en plus d'être horriblement chère, elle est beaucoup trop forte. Si tu l'actives, c'est comme si tu avais déjà gagné la partie. Et plusieurs champions comme Eman Ganené ont été bannis pour avoir placé leur copie de virus au-dessus de leur deck. Déjà que de base c'est pas juste parce qu'il y avait que eux qui l'avaient, alors si en plus ils trichaient, pour contrer ça, Konami instaure une nouvelle règle. Fais attention, nouvelle règle. Maintenant, après avoir mélangé, tu dois donner ton deck à l'adversaire pour qu'il le coupe, ou s'il veut, le mélanger une deuxième fois. C'est mieux, mais pas parfait. Par exemple, on a vu des joueurs laisser un petit décalage dans leur deck pour inciter l'adversaire à inconsciemment couper là où tu veux. Sinon, certains préorganisent leur deck de sorte à n'avoir que des bonnes combinaisons de cartes. Puis ils le mélangent en petits tas de sorte à ce qu'il reste bien organisé même après une coupe. On a beaucoup d'exemples d'adversaires qui ne te proposent juste pas de couper leur deck, en espérant que tu ne connaisses pas la règle ou que tu oublies. Par exemple ici, on est au top 32 du YCS Denver de 2017, un très gros tournoi. David Lopez cherche son deck grâce à l'effet d'un de ses monstres sur le terrain, et discrètement, il prend 3 cartes et les met au-dessous de son deck. Cosmoville, sa meilleure carte, puis Ordre Impérial et Parfum Anti-Magie, une victoire automatique contre Metal Foes, le deck de son adversaire, qui ne peut pas jouer sans ses magies. David mélange ensuite son deck de sorte à placer ses 3 cartes sur le dessus et ne le donne pas à son adversaire pour qu'il le coupe. La partie s'arrête avant qu'il n'ait le temps de les piocher, mais brièvement, quand il range son deck, on voit que c'est bien Cosmoville qui était sur le dessus. Faire ça en live avec 2 juges qui te regardent, audacieux. Aujourd'hui, presque tout le monde fait attention, et en tournoi, c'est admis que tu dois toujours couper le deck de ton adversaire à chaque fois qu'il y touche. Mais du coup, les tricheurs changent de stratégie, et maintenant, ils s'attaquent à
ton deck. Simon He marquait les cartes mortes de son adversaire pour les mettre sur le dessus, mais c'est pas le seul. Ici, le joueur de gauche prend le deck de son adversaire. Il est sur le point de le mélanger quand il se rend compte que la carte du dessous, c'est Céleste, héros de la destinée, une carte que tu ne veux jamais piocher. Il la prend, la met sur le dessus et mélange uniquement le dessous. Le joueur de droite fait autre chose et ne le remarque pas. C'est ce qu'il faut surtout pas faire. Quand ton adversaire touche à son deck, regarde-le. Heureusement, là, il y a une caméra et il est complètement cramé. C'est fou que certains joueurs trichent alors que leur partie est streamée en direct. Surtout que des fois, c'est même pas subtil. Genre ce gars qui échange tranquille une carte de sa main avec une de son deck. C'est pas un génie le mec. Le problème, c'est que s'ils sont assez confiants pour tricher devant une caméra, ça veut dire qu'ils l'ont déjà fait des dizaines de fois auparavant sans se faire prendre. Le pire, c'était pendant le Covid. Les tournois IRL sont annulés et les seuls qui restent sont en remote duel. Chacun chez soi avec sa webcam pointée vers ses cartes. Sans parler de la montagne de problèmes techniques que ça posait, ça rendait la triche extrêmement simple. Ah désolé, ma caméra a freeze. Ah problème technique. Ah mais comment ça j'ai 2 cartes de plus dans ma main? Non mais c'est faux. Comment ça il y a des marques sur mes cartes? Ah désolé, ma caméra est en 360p, tu peux pas le prouver. Ah c'est dur. Tellement simple qu'on a vu Eduardo L devenir le champion d'Amérique latine en 2021 en trichant 3 fois. Look at this. This is ridiculous. Sa main disparaît de l'écran en quelques secondes et soudainement il a la carte parfaite pour contrer son adversaire. On suppose qu'il avait un paquet de cartes spéciales sur le côté. Dès qu'il en avait besoin, il n'avait qu'à échanger l'une d'entre elles avec une des cartes de sa main. Et pourtant, ça passe. Konami le couronne champion avant de finalement le bannir quelques mois plus tard. Ce que ça montre, c'est que la triche dans Yu-Gi-Oh va beaucoup plus loin que ce que l'on croit. Stacker ses cartes n'est que le sommet de l'iceberg. Certains jouent par exemple avec un mauvais nombre de cartes dans leur deck, genre 38 ou 39 alors que normalement c'est 40, ou alors avec plus de cartes dans leur extra deck, genre 16 ou 17 alors que 15 est censé être la limite. Long Dao, un très gros joueur compétitif, s'est par exemple fait bannir pour avoir joué 4 copies d'une même carte dans son deck, au lieu de 3, le maximum légal. On va pas passer en revue toutes ces techniques, il y en a plein et j'ai pas envie de vous donner de mauvaises idées. À une époque, certains duellistes jouaient Infernité, un gros deck combo qui pour fonctionner a besoin d'avoir aucune carte dans sa main, et du coup certains joueurs prenaient leurs monstres et les posaient dans la zone magie et piège. Comme ça ils continuaient leur tour et si jamais tu voulais activer un typhon d'espace mystique pour le détruire, ils abandonnaient sur le champ pour ne pas exposer leur triche. On a aussi eu des cas de joueurs qui te volent une carte et puis qui appellent un deck check. Comme ça le juge arrive, il voit qu'il y a une carte en moins dans ton deck, on te disqualifie. Et en plus, t'as perdu une carte. Certaines histoires sont juste folles, comme celle de Cédric Sequeira qui, ne voulant pas jouer un round, a tenté de soudoyer son adversaire pour qu'il abandonne. Ça marche pas, un juge arrive et le disqualifie. Mais tout ça, c'est des exceptions. La vraie triche dans Yu-Gi-Oh, c'est 2 choses. Premièrement, mentir sur tes cartes. Avec plus de 10 000 cartes, le jeu est complexe. Surtout quand certaines ne font pas exactement ce qu'elles disent. Faire la différence entre un effet et un coup, se rappeler des restrictions, c'est très facile de s'y perdre, même quand tu connais bien le jeu. Alors faire des erreurs ne veut pas forcément dire que tu triches. Ça arrive à tout le monde, t'inquiète, tu vas pas te faire bannir pour ça. Dans les règles, Konami dit que les juges ne peuvent mettre une infraction pour triche que si la faute est considérée comme intentionnelle. Sauf que c'est difficile à prouver. Est-ce que ton adversaire est de bonne foi ou est-ce qu'il est en train de faire passer sa triche pour une erreur? C'est ce qui est arrivé avec Uğur Kovačić, le champion du YCS de Prague en 2016, qui triche plusieurs fois devant les caméras. En finale, il tente de faire 2 invocations normales dans le même tour alors que tu ne peux en faire que une. Une règle de base. Pourtant, il faut que son adversaire le remarque et le lui dise pour qu'il le corrige. Une erreur? Non. Quelques rounds plus tôt, il avait tenté la même chose. C'est plein de petits trucs, comme envoyer des pendules au cimetière alors qu'elles doivent aller dans l'extra deck, pratique quand on veut les réinvoquer juste après avec Norden. Alors ça pourrait être des erreurs, et quand il se défend en interview, c'est ce qu'il dit. Mais il joue depuis qu'il est gamin, il a gagné un YCS, il est censé connaître ces choses-là. Donc en plus, quand c'est systématiquement des erreurs qui l'arrangent, c'est suspect. Ce qui est terrible, c'est que l'inverse existe aussi. Des joueurs qui vont faire très attention à ce que tu fais, et à la moindre petite erreur, ils vont t'accuser de tricherie et te forcer à abandonner. Ça s'appelle le sharking. Ou le requinage en français. Ça joue sur ta psychologie, on te met sous pression et on te fait craquer. Malheureusement, contre des joueurs débutants ou plus jeunes, c'est très efficace. Dans les petites boutiques, en plus, il y a parfois pas de juge, donc tu peux pas te défendre. Certains trouvent ça normal, ils disent ouais, c'est juste une manière de gagner. Sauf que, ben non, il y a des règles qui l'interdisent et tu peux recevoir une infraction pour ça. Mais surtout, ça rend la triche encore plus efficace. Maintenant, si ton adversaire triche et que tu le dénonces, il peut se défendre en t'accusant de le charquer. Heureusement, c'est assez rare, mais c'est chaud. Enfin, la deuxième méthode, c'est le stall, ou le slow play. Les rounds de Yu-Gi-Oh sont chronométrés. Au bout de 40 minutes, la partie se termine et celui qui a remporté le plus de manches gagne.
Si chaque joueur a remporté une manche et qu'on est dans la troisième, alors le joueur dont c'est le tour doit terminer sa phase, donc main phase, battle phase, à la fin de laquelle celui avec le plus de points de vie l'emporte. Et si les deux ont le même nombre de points de vie, c'est une égalité. C'est pour ça qu'on voit des cartes comme Cowboy Gagaga dans pas mal de decks de tournoi. Invocable en superposant deux monstres de niveau 4, une fois par tour, il inflige 800 de dégâts à l'adversaire. Si tu arrives au bout du timer, tu peux juste l'invoquer, baisser les points de vie de ton adversaire et gagner de la pire des manières possibles. Certains en abusent, ils jouent lentement exprès, ils font semblant de réfléchir pour rien et au bout de 40 minutes, ils sortent une carte qui manipule leur point de vie et te vole la victoire. On a beaucoup de cas de joueurs disqualifiés pour slow play, certains plus justifiés que d'autres. Encore une fois, c'est très difficile de prouver leurs vraies intentions. Il y a quelques années, le youtubeur Triff s'est carrément fait bannir pour avoir dit en interview qu'il avait stall avant d'invoquer Cowboy et de gagner. I didn't stall for time. Anyone with a brain would realize it was a joke. Ce qu'il dit se tient, mais ça n'a pas d'importance. Konami fait un exemple, on l'interdit de jouer pendant 1 an. Jusque-là, on a parlé de techniques de triche occasionnelles, mais certains sont allés plus loin. Ils ont fait de la triche une discipline. Un homme en particulier résonnera à jamais comme le plus gros tricheur de l'histoire de Yu-Gi-Oh! Roy Sinclair. Voici son histoire et sa malédiction. Roy a 16 ans quand il découvre Yu-Gi-Oh! En 2003. Il joue en magasin avec son frère Brian et ensemble ils commencent à voyager dans tous les tournois autour d'eux. L'aventure, les rencontres, la passion du jeu s'enflamme. On est au tout début de Yu-Gi-Oh! Il y a encore que très peu de cartes et les infrastructures de tournois sont en train d'être construites, mais une chose est sûre, Roy est bon. Précis, mécanique, audacieux, certains le voient comme un prodige et en quelques mois, il devient le joueur avec le plus de points de tournoi de tous les États-Unis. Il n'est pas seulement fort à Yu-Gi-Oh! En 2005, il devient aussi le meilleur joueur de VS, l'ancien jeu de cartes Marvel. Mais c'est là-bas que les problèmes commencent. Quelques mois plus tard, il participe à un tournoi VS organisé par Upper Deck Entertainment avec 10 000 $ à la clé. Après avoir gagné le 5e round, il va regarder le match d'Alex, un de ses amis. Debout derrière l'adversaire de ce dernier, on le voit soupirer, secouer la tête et dire à voix haute « Ah ». Alex a fait un misplay ici. Pour les juges, c'est du coaching. Il a aidé son ami et influencé ses décisions en lui donnant des informations sur la partie qu'il n'était pas censé avoir. La game est annulée, Alex doit la recommencer et la perd. Roy est amené devant les juges et on le disqualifie. Déjà, ça lui fait perdre 2000 $ de récompense puisqu'il était déjà qualifié pour la demi-finale. Mais surtout, il est banni pendant 90 jours de tous les tournois d'Upper Deck. Pas de chance, à l'époque, c'est les mêmes qui s'occupent de Yu-Gi-Oh! Ça l'empêche de se qualifier pour le championnat national qui devait avoir lieu le lendemain. Pour Roy, son frère et Alex, toute la situation est injuste. Ils n'ont rien fait de mal, mais les juges ont voulu faire un exemple avec eux. Aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, c'est très dur de démêler le vrai du faux. Est-ce que Roy ment? Est-ce que les juges se sont bien comportés? Ce qu'on sait en revanche, c'est que sur les forums de Yu-Gi-Oh! Beaucoup se réjouissent de ce ban. Apparemment, Roy avait déjà été accusé de triche à presque tous les tournois auxquels il aurait participé. Enfin, on l'a attrapé. Voilà ce qui se dit. À partir de là, Roy déteste les juges, et c'est le début de sa réputation compliquée. Certains le traitent de tricheur, tandis que d'autres l'acclament pour ses performances. C'est vrai qu'elles sont impressionnantes. Très bien placé au Worlds de 2004, il enchaîne les top 8, top 4, 3e, 2e place à presque tous les gros tournois entre 2005 et 2009. À chaque fois, avec des decks différents. Maître du deck building, constamment en train d'innover ses stratégies, il est recruté dans la team Hunger Force qui regroupait les meilleurs joueurs de l'époque. Mais les accusations continuent. On dit qu'il ne laisserait pas ses adversaires couper son deck et certains de ses anciens coéquipiers racontent qu'il leur aurait appris comment stacker les cartes. Dans sa vidéo sur le sujet, Mega Capital G parle d'une fois où, à la fin du temps réglementaire, l'adversaire de Roy a plus de life points que lui. Ce dernier concède mais propose de continuer à jouer juste pour voir qui aurait gagné sans ça. Au tour suivant, il reprend le dessus en termes de points de vie. Un juge passe, demande qui gagne, l'adversaire dit « Ah, j'ai gagné, on finit le duel pour s'amuser ». Roy répond « Je n'ai aucune idée de ce qu'il raconte ». Tout ça culmine jusqu'en 2006 dans un tournoi régional du Maryland. Les juges viennent le voir pour examiner son deck et surprise, il est complètement différent de celui qu'il a déclaré au juge au début de l'événement. Il avait en fait 2 decks sur lui. Le premier, son principal, celui qu'il avait déclaré, et un deuxième secret, là pour l'aider contre un match-up potentiellement ingagnable. Ça s'appelle du deck swap et c'est interdit. Après des années de rumeurs, on a enfin une preuve concrète. Roy est un tricheur. Et il est banni pendant 3 ans et demi. Surtout, maintenant, on remet en cause tous ces titres. C'est le problème de la triche, si on t'attrape ne serait-ce qu'une seule fois,
c'est toute ta réputation qui s'envole. On se dit, ouais, non mais il a vraiment gagné ou est-ce qu'il a triché? Il s'en défend. Pour lui, c'est toujours les juges qu'il déteste. Mais dans un post en ligne, il dit « On s'en fout si je triche, tous les pros le font ». Cette phrase, venant d'un des meilleurs joueurs, elle a lancé une vague de paranoïa dans la communauté. Est-ce que c'est vrai? Les légendes de Yu-Gi-Oh sont-elles toutes des fraudes? Après tout, un peu plus tôt, Robert Morgan, un de ses amis et aussi très bon joueur avec plusieurs tops, s'était également fait bannir. Il avait tenté de tricher, mais son adversaire, un autre vétéran, l'avait pris sur le coup et appelé un juge. C'est malheureusement loin d'être le seul. On a vu des cas de triche dans tous les niveaux de compétition de Yu-Gi-Oh jusqu'au championnat du monde. Hitsuji, de son vrai nom Ryosuke Tsushimura, s'est fait bannir en 2018 du plus gros circuit de tournoi du Japon après s'être fait prendre en train de manipuler l'ordre des cartes de son deck. Pendant qu'il mélange, on le voit discrètement mettre une carte sur le dessus, bizarrement la seule qui pouvait lui faire gagner le duel. Le truc c'est que Hitsuji est le champion du monde de 2017. L'histoire fait beaucoup de bruit. Est-ce qu'il aurait triché là-bas aussi? La phrase de Roy commence à faire beaucoup plus peur. Est-ce qu'il aurait raison? Certains pensent la même chose de Patrick Hoban, considéré par beaucoup comme le joueur le plus influent de toute l'histoire de Yu-Gi-Oh! Et même s'il n'a jamais été sanctionné, on l'accuse de choses assez douteuses. En 2015, il est dans un assez gros tournoi organisé par ARG à Fort Lauderdale. À l'époque, tout le monde joue un seul deck, Necrose, qui abuse du démon Jin, juge des rituels. Si tu la sacrifies pour invoquer un monstre rituel, tant que ce dernier est sur le terrain, ton adversaire ne peut pas invoquer spécialement. À elle seule, elle transforme ce qui était jusque-là un match miroir intense et interactif en une partie ennuyeuse sans skill. C'était donc courant de voir des joueurs proposer à leur adversaire de tous les deux retirer leur copie de Jin de leur deck juste pour voir qui est vraiment le meilleur dueliste. Hoban y voit une faille. Il a l'idée d'accepter de retirer Jin mais d'en avoir une deuxième copie dans son side deck pour remplacer la première. Il serait alors le seul des deux joueurs avec Jin, une victoire assurée. Hoban dit qu'il ne l'a jamais fait, c'était juste une idée et on a suffisamment de preuves pour le croire. Mais il a avoué d'autres trucs. Dans Road of the King, le livre qu'il a écrit, il raconte faire des bluffs assez risqués, comme jouer une copie en langue étrangère d'une carte et demander à son adversaire s'il a une version en anglais qu'il pourrait lire, juste pour voir s'il la joue ou pas. Il partage aussi les histoires de top players qui tentent de manipuler leur adversaire en orientant leurs questions, comme par exemple leur faire croire qu'ils n'ont pas assez d'attaque pour finir leur point de vie. Pour Hoban, contrairement au deck swap ou au stack, les exemples cités ne sont pas de la triche, mais du jeu mental. Aujourd'hui, les règles ont été précisées pour empêcher ce genre de comportement, mais c'est vrai qu'à l'époque, rien ne les interdisait. C'est peut-être l'erreur de Roy, voir ces techniques et penser que c'est bon, on a le droit de tricher. Pourtant, Hoban le dit clairement, c'est soit illégal et donc pas autorisé, ou légal et donc autorisé. On doit faire attention à rester du bon côté de la ligne. Quoi qu'il en soit, les dégâts que toutes ces pratiques ont sur l'image de Yu-Gi-Oh est tangible, et en 2009, ça empire, quand Roy Sinclair revient. Il était censé être banni, mais au même moment, Konami découvre que Upper Deck, l'entreprise qui organisait les tournois Yu-Gi-Oh de l'époque et donc à l'origine de la sanction de Roy, vendait en secret des fausses cartes Yu-Gi-Oh. C'est un procès long et compliqué, mais en gros, Konami se sépare d'Upper Deck et reprend le contrôle de tout Yu-Gi-Oh en Occident. Dans le processus, toutes les sanctions sont levées. Roy est libre, et il revient en force. Il n'a rien perdu. Direct, il se place au top 4 du championnat d'Amérique du Nord, puis finit à la 3e place du championnat du monde. Une performance impressionnante. Et pourtant, c'est que le début. Top 16, 3e, 2e, dans les années qui suivent, il tope presque tous les plus gros tournois du jeu. Il devient un des maîtres du deck Sabre X. Il innove la stratégie comme personne. Dans chacune de ses décisions, on sent les années de théorie. Mais en 2011, l'histoire se répète. Pendant le YCS de Denver, les juges examinent son deck et découvrent une marque uniquement présente sur le coin droit de ses 3 copies de Fossil Dina Pachycephalosaur, un monstre très puissant qui empêche l'adversaire d'invoquer spécialement. Pour eux, c'est une preuve de triche. Roy est disqualifié et à nouveau, il est banni, cette fois pour 2 ans. En vidéo, il se défend, c'est la faute des juges. Un peu avant, il leur aurait montré tout son deck pour qu'il vérifie que tout soit bien en ordre, et soudain, 30 minutes plus tard, les juges le rappellent, lui montrent la marque et le disqualifient. Apparemment, il n'est pas le seul, c'est arrivé à plusieurs autres joueurs de haut niveau. Selon lui, les juges ne veulent plus d'eux, les tournois d'Upper Deck c'est du passé, maintenant on veut une nouvelle génération de top players. Bon, là il tombe dans la théorie du complot. Mais si sa version est vraie, même s'il a triché, alors avec 2 deck checks contradictoires, on peut pas nier que les juges de l'époque n'ont pas géré ça de la meilleure manière. Ce qui est fou, c'est que malgré ce 2e ban, Roy revient. En 2013, il a attendu ses 2 ans et se remet à topper. Alors moins qu'avant, mais on respecte sa détermination. Son dernier top remonte à 2015. Il joue Clifford au YCS de Columbus, mais c'est la fin. En 2017, suite à des problèmes respiratoires, Roy Sinclair meurt. Il n'avait que 30 ans.
C'était indéniablement un joueur talentueux, un deck builder hors pair et un des duellistes les plus motivés de l'histoire. Continuer alors que t'as passé 6 ans cumulés en dehors du jeu, c'est fou! Mais son héritage sera à jamais gâché par la triche. Sur les forums comme dans les commentaires de la vidéo de Mega Capital G, les avis sont divisés. Beaucoup se rappellent d'avoir joué contre lui et en parlent comme une expérience frustrante, l'impression de s'être fait rouler dans la farine du début à la fin. Dans son témoignage, Alex, l'ami que Roy avait prétendument coaché, dit « Bien qu'il était incapable de supporter la défaite, je l'ai parfois surpris en train de tricher au poker sans qu'il y ait d'argent en jeu, il avait également des compétences impressionnantes en matière de deck building. » C'est ce qui est le plus tragique. Il n'était pas une mauvaise personne, mais il voulait gagner. Dans Yu-Gi-Oh, même quand tu es très bon, certaines parties sont juste en dehors de ton contrôle. Pour lui, c'était peut-être une manière de prendre son destin en main, mais ce n'est pas la bonne solution, parce que maintenant, il sera à jamais Roy Sinclair, le plus grand tricheur de Yu-Gi-Oh! Cette vidéo était censée se terminer là. Mais en faisant des recherches, ce qui m'a frappé, c'est à quel point l'argument des juges et de la conspiration revenait de plus en plus. C'est presque systématique. Dès qu'une personne est accusée de triche, elle blâme celles qui l'ont disqualifiée. C'est normal, se faire bannir, c'est un peu une humiliation, donc on cherche toujours à rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, ne serait-ce que pour sauver la face. Mais quand même, tout le monde a l'air d'avoir son histoire avec les juges, et certains sont plus convaincants que d'autres. Par exemple, ce commentaire, toujours sous la vidéo de Capital G. En tant que joueur professionnel d'autres jeux de cartes à collectionner, c'est vrai, la triche est assez répandue, mais j'ai aussi vu des juges et du personnel véreux qui accusaient les joueurs de triche sans fondement. Par exemple, ceux de Score Entertainment étaient connus pour ce genre de choses. Un juge en particulier pouvait prendre une décision pour l'un de ses amis, puis prendre une décision exactement opposée dans la même situation et dans le même tournoi. Certains juges distribuaient les decklists des joueurs adverses, des cartes restreintes étaient distribuées par le staff et c'était un favoritisme évident. En voyant ça, c'est facile de tomber dans le piège de la conspiration. Genre non mais c'est pas ma faute, les juges sont contre moi. Et ça allait être la conclusion de cette vidéo. Genre voilà, fais attention, fais gaffe, c'est un peu de ta faute. Jusqu'à ce que je tombe sur un vieux forum avec un nom. Celui qui est allé au bout de cette conspiration. Un champion oublié, Adam Korn, le vrai plus gros tricheur de Yu-Gi-Oh! Adam Korn. Adam Korn est une des premières légendes de Yu-Gi-Oh! Pourtant, aujourd'hui, il a complètement disparu. Il découvre le jeu au milieu des années 2000 et rapidement il se place au sommet en devenant champion US en 2007 et en finissant 3ème au championnat du monde la même année. À partir de là, il enchaîne les tops. 11 rien qu'en 2008. 23 au total. Une prouesse, un record qui a mis des années avant d'être battu. Pendant un temps, c'était le meilleur joueur de tout l'Occident. Comme Roy, on le connaît aussi pour ses talents de deck builder. Il invente sa propre version de Monarch qu'il surnomme Kornarch. Centré autour des monstres flip, principalement du masque des ténèbres qui pouvait reprendre n'importe quel piège de ton cimetière à ta main. Personne n'y croyait, mais quand c'est lui qui le joue, c'est incroyable. Plus que ça, c'était une des premières célébrités de Yu-Gi-Oh! Sur YouTube, il a plus d'interviews et de deck profile que n'importe qui d'autre de son époque. Toujours en compagnie d'autres légendes du jeu, Billy Brake, Jeff Jones, Patrick Hoban, Roy Sinclair. On le trouve aussi dans des tonnes de feature match, dans des vidéos où il affronte des gros joueurs, d'autres on lui demande son avis sur les dernières banlists, il y a des mèmes sur lui, et carrément des gens qui se filment pour se vanter de l'avoir battu. Alright YouTube, this guy just owned Adam Korn. He 2-0'd his ass. Ce qu'on remarque, c'est son énergie. Il rigole, il sourit, il fait des blagues, il a l'air vraiment sympathique. Au point que certains le considéraient comme le visage du jeu, l'incarnation de Yugi Muto. Mais en 2011, tout bascule, Adam se fait bannir pour triche. On ne sait pas précisément pourquoi, mais il est interdit de jeu pendant 2 ans. Apparemment, Adam aurait été plusieurs fois vu en train de stacker ses cartes. Et oui, ma source, c'est un vieux mème de 2009. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est pas tout. Dans une vidéo, on l'accuse, lui et son équipe, d'avoir, pendant un tournoi, volé un binder de cartes et un iPad. Quoi qu'il en soit, en 2013, lorsque son ban est levé, il revient pour le YCS de San Mateo. Et directement, ça tourne mal. Au début du 2e round, il est choisi pour un deck check aléatoire. Alors lui dit que c'est pas aléatoire, et d'ailleurs je pense que c'est vrai, mais en même temps c'est son premier tournoi après un ban de 2 ans, je comprends que les juges fassent un peu attention à lui. Surtout quand le juge en chef de cet événement, c'est le même qui l'a banni la première fois. Mais ok, on lui dit que c'est bon, tout est en ordre, et on le laisse jouer. Quelques heures plus tard, au round 9, Adam est à 6 victoires contre 2 défaites avec son deck dragon, quand les juges reviennent. Ils reprennent son deck et vont sans lui dans une partie privée de l'événement, derrière un rideau noir. Finalement, quelques minutes plus tard, ils
ils amènent Adam derrière le rideau et lui disent qu'ils ont trouvé dans son deck des marques sur les 3 copies de Blaster, Maître Dragon des Brasiers. Adam conteste, il tente de s'expliquer, marquer Blaster n'a aucun sens, c'est pas une carte que tu veux piocher, mais on le disqualifie et on le bannit à nouveau. Someone did it. Something happened. I didn't mark 3 blasters. Pour lui, c'est une conspiration. Les juges ne l'aiment pas et l'ont piégé pour qu'il ne puisse plus jouer à Yu-Gi-Oh! De même, après s'être fait disqualifier, on lui demande de quitter les lieux alors qu'apparemment un autre joueur également disqualifié aurait eu le droit de rester. Pour Adam, c'est clair, c'est de la discrimination. The judges of Konami don't want me there. La grande question, est-ce qu'il ment? On trouve des témoignages de gens qui prétendent avoir assisté à la scène. Les juges auraient bien pris le deck d'Adam derrière un rideau pendant un moment, ce qui n'est pas une pratique standard. Normalement, les vérifications se font devant le joueur. Après, dans les interviews qu'il donne, on trouve quelques incohérences. Par exemple, à ce moment-là, il parle de son premier ban et dit I didn't intentionally put any marks on any card ever. Mais dans une autre interview, il dit ça. I wanted to come back, play legitimately, try to do well in tournaments, and see what happens. Have fun, see my friends, trade, whatever. Là, il sous-entend avoir triché par le passé, mais dit qu'il ne va plus le refaire. Mais dans la manière et ce besoin qu'il a de le préciser, on dirait que c'est parce qu'il a déjà triché avant intentionnellement. Et ça, c'est sans parler de tous les témoignages de gens qui l'accusent d'avoir triché devant eux. Du coup, la vérité, c'est quoi? Quoi qu'il en soit, Adam dit que c'est pas terminé. Il va faire appel et il va se battre pour rétablir la vérité. À l'époque, beaucoup de gens le croyaient, les commentaires sont remplis de soutien et sur les forums, on en parle avec le hashtag FreeCorn. Mais c'était il y a 10 ans et depuis, plus rien. Tout ce que j'ai trouvé après 2013, c'est quelques interviews de lui qui n'évoquent pas ou très peu le sujet. Une vidéo de 2017 où on le voit travailler dans un stand de cartes, ce qui a l'air d'être son travail à plein temps, et finalement une vidéo de l'année dernière d'un youtubeur qui présente sa collection, mais sans image de lui. En me basant sur les recherches que j'ai fait, et donc encore une fois c'est juste mon avis, je pense que Adam était vraiment un tricheur. Lui-même le sait et connaît les conséquences que ce mot a sur sa réputation. Maintenant, c'est toujours comme ça qu'on se souviendra de lui. It's really unjust, and I feel like my character has been, deformed, Mais je ne pense pas non plus qu'il mente sur toute la ligne. Et en effet, cette histoire de deck pris derrière un rideau, elle est suspecte. Si les juges étaient de bonne foi, ce que j'espère, il y avait peut-être d'autres manières de régler cette situation qui ne laissaient pas la porte ouverte aux théories du complot. Et c'est le dernier morceau, le plus épineux, dont on doit parler. Quand Konami va trop loin. Yesterday, the players' ban list came out and Konami banned me. Lui, c'est Susu de la chaîne Head to Head Battles. On le connaît pour ses vidéos drôles et à haute qualité technique qu'il réalise avec Jen, sa partenaire. En 2021, pendant le Covid, il participe à un tournoi local en remote duel, donc à distance, et ça tombe bien, il vient de se casser les 2 pieds. Il ne peut pas marcher et même assis, ça lui fait très mal. Malgré tout, il décide de lancer son stream, et pour supporter la douleur, selon ses propres mots, il prend un 5e de shot d'alcool. Il nomme son stream local bourré et commence à jouer. À la fin du premier round, l'organisateur du tournoi le contacte par message en lui demandant s'il est vraiment bourré. Susu répond que non, c'est une blague pour inciter les gens à venir voir son stream. Au vu de sa corpulence, cette quantité d'alcool ne peut pas avoir d'effet notable sur lui, et la preuve, son premier round s'est très bien passé. Mais l'organisateur ne le croit pas. Il lui dit que participer à un tournoi sous l'emprise de l'alcool est interdit et le disqualifie sans pour autant lui donner la raison officielle ou la pénalité qu'il allait recevoir. Ça empêche Susu de faire appel, ce qui normalement est son droit. Il doit contacter l'organisateur en boucle pour finalement apprendre qu'il est disqualifié pour conduite antisportive triche, mentir à un juge à propos d'être sous l'emprise de l'alcool. Avec, Susu reçoit un formulaire pour faire appel, sauf que c'est pas le bon. Déjà, c'est pas fou. Heureusement, quelqu'un dans sa communauté l'aide à trouver et remplir le bon formulaire. Sauf que lorsque son ban tombe, il apprend qu'il a été banni pour conduite antisportive sévère, ce qui est complètement différent, un niveau au-dessus. Surtout, ça veut dire que l'appel que Susu a fait est inutile, puisqu'il n'a pas contesté la bonne infraction. Mais ça, personne ne lui a dit. Peu importe si la sanction est justifiée ou non, ici, le comportement de l'organisateur est problématique. Pas digne d'un juge. Après ça, Susu était dans un cul-de-sac, incapable d'avoir une réponse de Konami malgré cet abus de procédure, il a été obligé d'attendre. It feels like they don't even read the appeal form, like they just don't really care. If a judge doesn't like you, then that's it, it's a wrap. Et le problème, c'est que c'est pas le seul. En 2020, au 11e round d'un des plus gros tournois d'Europe, Joshua Schmidt, un des meilleurs joueurs de ces dernières années, est soumis à un deck check. On regarde ses cartes et on lui dit que le haut de ses pots des désirs sont un peu jaunes, ça arrive quand les cartes vieillissent. Pour le juge, elles sont reconnaissables pendant la mélange et donc sont considérées comme des cartes marquées. Ce qui est bizarre, parce que après tout, quand tu mélanges, ce que tu vois c'est le dos des sleeves.
c'est pas possible de voir une couleur qui est de l'autre côté de la carte. Joshua le dit au juge et lui demande de prouver en démontrant la manœuvre. Mais ce dernier refuse et sans plus d'explications, il le disqualifie. Joshua est banni pour 1 an. C'est beaucoup. Normalement, ce type d'infraction te coûte une manche ou un round, mais pas plus. Sauf que 1 an plus tôt, Joshua avait déjà reçu une pénalité pour le même problème. On suppose que le juge a pris ça en compte et on a déduit que c'était une triche intentionnelle, ce qui a expliqué la sévérité de la punition. Le truc, c'est que les règles sont claires. Une augmentation de peine comme celle-ci ne peut être donnée qu'à un joueur qui répète la même infraction pendant le même événement. L'infraction de l'année précédente n'aurait donc pas dû être prise en compte. Donc peu importe si Joshua a triché ou non, sa punition n'est pas en accord avec les propres règles du tournoi. Mais encore une fois, pas de réponse de Konami. Beaucoup pensent qu'ils ont voulu faire un exemple. Récemment, on a eu la même chose lorsque Polly Aronson, le champion du monde de 2023, s'est fait bannir pendant 6 mois. En participant à un tournoi en ligne, il donne sa decklist au juge, mais oublie plusieurs cartes importantes. Plutôt que de jouer un deck qui ne marche pas, il décide d'abandonner le tournoi et de se réinscrire directement avec une decklist corrigée. Après coup, il informe les organisateurs, sauf qu'on lui dit que c'est contraire aux règles, il n'a pas le droit. Polly n'avait clairement pas de mauvaises intentions et on aurait pu se contenter de le disqualifier, mais pour ne pas donner de mauvaises idées aux autres joueurs, on le suspend. Ce qui, en vrai, est justifié. D'ailleurs, même Polly le reconnaît et accepte la décision. Là, ça va, mais dernièrement, des cas de joueurs ou de créateurs de contenu bannis sans vraie explication, on en a de plus en plus. Ces injustices donnent lieu à de la frustration, un sentiment d'abandon qui, parfois, peut, comme on l'a vu, se transformer en une aversion des juges. Un témoignage parle d'un juge qui dissuade un joueur de faire appel, un autre d'un juge qui blâme la faute du tricheur sur celui qu'il dénonce. On a même un témoignage d'un juge qui dénonce certains de ses collègues comme abusant de leur pouvoir, partent en power trip et punissent les joueurs bien trop sévèrement. C'est un problème. L'immense majorité des juges font très bien leur travail et d'ailleurs j'ai jamais eu aucun problème personnel avec eux, mais cette antagonisation favorise la triche. À cause de ça, maintenant quand quelqu'un dit non mais j'ai pas triché, c'est les juges qui conspirent contre moi, de plus en plus de gens vont le croire. Même si ces histoires restent des exceptions, elles montrent un problème avec le système tout entier. Le manque de communication, l'absence de vrais recours ou alors d'accompagnement après une disqualification ou un ban, c'est des choses qu'il faut régler. C'est pas un truc que je peux faire tout seul ici, mais ça se règle par la discussion. Donc si vous êtes ou que vous connaissez des juges de Konami, montrez-leur cette vidéo. En attendant, on peut quand même tenter d'améliorer les choses de notre côté. Déjà, toi, fais attention aux tricheurs. Alors sois pas paranoïaque, il y en a assez peu, mais fais attention. Même quand la personne en face a l'air sympa, tu peux quand même te faire avoir. Justement, si elle est de bonne foi, elle n'aura rien à cacher. Coupe son deck, fais attention à ce qu'elle fait, et si quelque chose te dérange, n'aie pas peur de le dire ou d'appeler un juge. I know that no one wants to be confrontational, no one wants to be that guy, but if you don't call the judge, then we don't have a record of it happening. C'est les mots de John Bovarnik, un des plus anciens juges de Yu-Gi-Oh! Et il a complètement raison. La manière la plus efficace de trouver les tricheurs, c'est de créer des patterns. Si tu n'appelles pas un juge après une triche, alors quand le mec se fera prendre la prochaine fois, il n'aura qu'un avertissement. Mais si tu l'avais rapporté, il aurait déjà eu une première offense, et on aurait pu vraiment le punir. I mean, players don't call judge because they're trying to be the nice guy. All they're doing is hurting another player in a future round because this person could be doing it maliciously. Ça marche aussi pour les juges. Si tu n'es pas d'accord avec une des décisions qu'ils ont prises, fais appel. Alors bien sûr, toujours respectueusement, mais c'est ton droit. Et la grande majorité t'écouteront. Finalement, si toi qui regardes cette vidéo, tu triches, je comprends. Yu-Gi-Oh! Comme beaucoup de choses dans la vie, c'est dur. Si tu triches pour réussir à gagner, ou alors que à l'inverse, tu te sens obligé de tricher pour continuer de gagner à tout prix, prends du recul. Ça ne finira pas bien. Chaque triche ne fait que amplifier le syndrome de l'imposteur qui sommeille en toi. C'est comme une bête qui s'agrippe, et de plus en plus tu vas même te sentir obligé de tricher parce que « Oh non, si je perds alors que j'ai triché, c'est que je suis vraiment nul ». La peur de la défaite monte pendant que la victoire perd toute satisfaction. Elle ne devient qu'un plaisir éphémère que tu sais que tu ne mérites pas. C'est un cercle vicieux duquel tu dois t'extraire. C'est dur, je sais, mais ne serait-ce que pour retrouver le vrai bonheur du jeu, ça vaut le coup. Sinon, à un moment, tu vas te faire prendre. Alors peut-être pas tout de suite, ou alors d'abord tu vas t'en sortir avec un avertissement, mais ça va arriver. Les gens sont plus intelligents que tu ne le crois, et d'ailleurs je suis sûr qu'une ou deux personnes avec qui tu joues ont déjà des doutes. Un jour, tu feras une erreur, et on t'attrapera. Et là, peu importe la manière dont tu tenteras de te défendre, on l'a vu, la marque de la triche est éternelle. Simon He, dont on a parlé au tout début, joue toujours à Yu-Gi-Oh! Il a servi à peine 2-3 ans et il tope de nouveau des tournois. Mais sous toutes les vidéos où il apparaît, il se prend des commentaires. Les joueurs n'oublient pas.